aujourd'hui, on parle de la préparation des échantillons en biochimie. En fait, c'est quoi qu'il faut faire pour avoir des résultats fiables? Et c'est vraiment la première partie qu'on va discuter aujourd'hui. C'est les types de réactions de base. C'est en fait la calibration et les contrôles de qualité. La prochaine session, on parlera des méthodes plus profondes et plus difficiles comme la bilirubine avec ma collègue Linda. Mais avant qu'on commence, je vais donner une petite introduction. Après ça, on va passer à la première étape qui s'agit d'un bon temps de mesure. Après, on va à la deuxième étape qui s'agit de la calibration et du contrôle des qualités. Et bien sûr, après, il y a le temps de demander les questions et de vous donner les réponses. Voilà, nous sommes basés en Europe. Notre usine se trouve en Belgique et on a été fondé en 1995. On est certifié ISO 13485 et on est spécialiste du diagnostic in vitro. On vend environ 75 millions de tests par an. Et on fait ça par notre gamme. Le but de notre gamme, c'est de vous offrir tous les outils que vous avez besoin à faire ou à obtenir des bons résultats dans le laboratoire. Donc, pour faire ça, on vous donne en fait les analyseurs et on a les réactifs pour chaque méthode. Après ça, il y a aussi les calibreurs et les contrôles de qualité à vérifier si en fait les résultats ils sont bons. Après aussi, pour la maintenance, on a la consommable et comme Linda est fait jour à jour, il y a l'assistance et il y a les formations aussi pour vous. Il y a 45% de nos employés qui sont dédiés directement à la qualité des produits et à votre satisfaction. Ça veut dire que ces gens-là, ils sont dans le contrôle de qualité, ils sont dans les affaires réglementaires et aussi dans l'assistance et formation de nos distributeurs et de nos clients de laboratoire final. Alors, en interne, on organise plus de 100 formations par an pour bien recycler les informations, mais aussi pour actualiser les compétences de notre équipe. De cette façon, nous sommes toujours à jour et les procédures sont toujours bien suivies. Dans cette présentation, je veux aussi retourner à un slide ou un diapositive qu'on a déjà vu dans le passé. Et en fait, il est vital pour le patient d'avoir des résultats clairs, corrects et cohérents. S'ils ne sont pas clairs, s'ils ne sont pas corrects, en fait, les grandes erreurs peuvent être faites vers le patient et ça peut avoir un impact grave sur le patient. Donc, il est très, très important de suivre les bonnes pratiques de laboratoire. Et c'est bien sur ce point-là qu'on va un peu parler dans le cadre de la biochimie. Alors, c'est quoi le principe de mesure d'une réaction biochimique? Donc, on commence toujours par une source lumière, une intensité lumineuse, et le but de le mesurer avec la biochimie, c'est de le convertir à une concentration de l'analyte. Et pas justement une concentration, c'est un résultat qui doit être clair, correct, précis et cohérent. Quand on voit un peu ce qui se passe dans votre analyseur, on a toujours une source lumineuse. C'est en fait soit la lampe, soit le système LED qu'on a comme dans le CyanVision. Alors, cette lumière-là, ça va passer par un filtre et par ce filtre, en fait, on passe par la cuve à flux qui passe cette lumière-là à un détecteur et qui va le changer d'un signal analogue à un signal numérique. Une fois qu'on a ce signal numérique, on va le passer par une calculation à une concentration. Et quand je vois, en fait, il y a deux grandes parties qu'on peut séparer. Tout d'abord, la partie de passer de l'intensité lumineuse à l'absorbance. Là, le temps de mesure. Donc, la question clé, c'est quand on va mesurer. Donc, quel est le bon temps de aspirer l'échantillon dans l'appareil. Et la deuxième partie, en fait, c'est de voir, OK,
on a déjà une bonne absorbance, mais comment on peut le convertir à une concentration? Et ça, on fait par la calibration. Donc, la question clé, ça, c'est à quoi comparer? Donc, les deux processus, ils donnent soit une absorbance, soit un facteur. Et la bonne chose, c'est quand on va multiplier cette absorbance par le facteur, on a une concentration. Et c'est ça qu'on veut bien obtenir. Alors, dans cette présentation-là, je vais passer par ces deux étapes. Ça veut dire, on va passer l'étape du timing et aussi l'étape de la calibration et la contrôle de qualité. Donc, la première partie va tout à fait se focaliser comment est-ce qu'on peut obtenir une absorbance qui est correcte pour après avoir une concentration qui est correcte. Alors, ici, vous voyez toujours des différents tuyaux qui vont en fait de rouge clair à rouge foncé. Ça veut dire aussi, quand on va les utiliser et mesurer dans l'appareil, ils vont donner des concentrations différentes, puisque l'intensité ou la couleur, il est directement lié à la concentration. Et donc, on a trois types de réactifs. Pour avoir la bonne absorbance, il faut mesurer au bon moment. Et ça dépend de chaque type de méthode. Donc, on a les méthodes point final, on a la méthode de 2 points ou un fixed time, et aussi on a la méthode cinétique. Vous voyez trois courbes en face de vous maintenant qui sont tout à fait différentes. Et maintenant, je vais vous donner plus d'informations sur ces différents types de réactions. Commençons par le point final. Vous voyez ici le profil de la réaction d'un point final. Je vais nommer tout ce que vous voyez là et dans une étape suivante, je vais vous indiquer dans quel temps il faut mesurer les échantillons ou aspirer les échantillons dans l'appareil. Donc, tout d'abord, on commence par le blanc de réactif. C'est la couleur de base du réactif. Si on a l'albumine, c'est vert. Si on a le calcium, c'est rose foncé. S'il y a aussi, comme le GPT, qui sont tout à fait blancs et il n'y a pas de couleur. Après, on a une période où on voit l'incubation. Et là, c'est la période où on va former la couleur. Vous voyez en fait qu'il n'y a pas de courbe linéaire ou quelque chose. C'est justement l'absorbance qui augmente. Alors, on a là en vert, vous voyez qu'à un certain moment, on arrive à un plateau. Et c'est un plateau stable. Dans cette période stable, l'absorbance ne va plus changer. Et donc, vous avez en fait, durant tout ce plateau-là, vous avez le temps de aspirer votre échantillon. Bien sûr, vous voyez aussi à la fin, en rouge, que la courbe commence à diminuer de nouveau. Et là, on est à la fin de la période stable. Donc, après, une fois qu'on est dans le rouge, il est trop tard de faire les mesures. D'accord. Alors, ça veut dire que on a toujours une seule concentration simple qui est liée à la concentration et qui peut être différent cependant la coloration des échantillons. Si on a un échantillon avec une haute concentration, en fait, l'absorbance va être plus haute. Si on a un échantillon avec une basse concentration, l'absorbance de cet échantillon va être basse et aussi la couleur. Alors, on a encore quelques exemples comme le glucose, comme les protéines totales, comme l'albumine, comme le calcium et tout ça. Comment est-ce que vous pouvez en fait voir si vous avez un point final? Alors, on peut le voir par deux méthodes. Soit vous voyez la méthode sur la notice, soit vous allez voir les directions d'automatisation. Tout d'abord, la notice. Il y a toujours les mêmes phrases qui sont indiquées là-bas. Donc, dans la notice, vous pouvez lire, il faut le mélanger
et il faut le incuber un certain nombre de minutes à une certaine température. Après, vous allez lire l'absorbance de l'échantillon et, ce qui est important, la couleur est stable pendant une certaine période. Quand on voit les directions d'automatisation, vous allez voir que la première fois là est toujours, vous pouvez préparer plusieurs échantillons simultanément. Donc, vous pouvez les faire plusieurs à la fois. Vous allez mélanger et incuber pendant une certaine période à une certaine température. Et après que cette température est passée, en fait, le temps d'incubation est fini, vous allez aspirer et mesurer. Quand on prend la glucose, ce qu'on peut voir là sur la notice, vous allez voir, il faut l'incuber à 10 minutes à 37 degrés, soit à 15 minutes à température ambiante, et la couleur, elle est stable pendant 40 minutes. Quand on voit les directions d'automatisation, alors vous trouvez les mêmes temps et la même température, et aussi la phrase après le temps d'incubation, aspirer et mesurer dans les 40 minutes après la préparation. Donc, c'est bien indiqué dans le manuel. Alors, il y a différentes méthodes quand on va travailler sur un semi-automate. Et donc, les étapes sont les suivantes. Tout d'abord, il faut préparer les échantillons tout en une fois. On peut le faire simultanément. Après, on a une période d'attente. Ça veut dire que c'est une période d'attente hors de l'analyseur. Soit on peut le faire à 37 degrés, soit on peut le faire à température ambiante, mais les deux méthodes-là, ils vont toujours arriver à la même absorbance. La différence va être que à 37 degrés, ça va être un peu plus vite qu'à température ambiante. Mais le résultat ou l'absorbance finale sera toujours le même. Ce n'est pas lié à la température. Alors, dans cette période-là, vous incubez les échantillons, mais hors de l'analyseur. Ce n'est pas dans l'analyseur. Alors, on arrive dans la zone verte. Ça veut dire que là, il est stable, l'absorbance est obtenue et on peut mesurer à chaque moment dans cette zone stable. La seule chose qu'il faut prendre en compte, que après cette zone stable, on ne va plus mesurer. Là, on va avoir des résultats faux. Je vais en fait changer de caméra et comme ça, Lina va vous donner un petit démo comment ça marche. Voilà. Donc, ce qu'elle a déjà fait, c'est elle a mis 5 tubes avec déjà l'échantillon. On va faire l'albumine et donc ce qu'elle va faire à la fois, elle prend 1 millilitre de réactif et vous voyez que ça devient directement vert foncé. Donc, on va de jaune clair à vert foncé. Pour chaque échantillon, elle va l'ajouter et elle va le mettre directement sur le vortex. Vous voyez qu'elle fait tout ça à la fois. Donc, elle n'attend pas à la lecture pour le moment. Et comme ça, elle continue pour les 5 échantillons. Faire le dernier. Voilà. Donc, ça veut dire que maintenant, on va commencer notre période d'attente. Et ce qu'elle peut faire, c'est soit les mettre à la température ambiante, mais la réaction va être un peu plus lente, soit le mettre dans l'incubateur à 37 degrés et comme ça va être beaucoup plus vite. Elle va aussi mettre le chronomètre à 10 minutes et comme ça, le temps d'incubation est parti. C'est la seule chose qu'il faut faire. Après que cette méthode-là, cette période-là est finie, donc on ne va pas attendre 10 minutes maintenant, mais une fois qu'en fait on est à la fin des 10 minutes, il est temps de mesurer. Et là, on va justement prendre le premier échantillon que vous avez préparé. Vous allez en fait le aspirer par l'appareil
de cette façon-là et la mesure va prendre 6 secondes. Une fois que c'est fait, en fait, la prochaine échantillon peut être pris. Donc, ça me rend de nouveau au point clé de cette méthode en point final. Tout à fait, c'est rapide. Ça veut dire que vous pouvez utiliser et préparer plusieurs échantillons à la fois et le temps de lecture de l'analyseur va justement prendre 6 secondes par échantillon. Deuxièmement, l'incubation peut être faite hors de l'analyseur. Et une bonne nouvelle que vous avez en fait, pour 97% des méthodes, de nos méthodes et de nos réactifs, la température ambiante est OK. Donc, il ne faut pas avoir un incubateur. C'est aussi une des raisons pourquoi dans le Cien Vision, il n'y a pas un incubateur inclus. Mais on l'offre séparément si vous voulez en fait avoir une réaction plus vite. À part à ça, il y a aussi la facilité. Vous avez vu que c'est très, très facile. Donc, l'exécution, c'est facile. Et si on peut ou si on a la chance de développer une méthode à point final, on va le faire puisque ça vous rend la vie beaucoup plus facile et aussi plus rapide. Donc, on a 71% de nos méthodes qui sont un point final. Les calculations, c'est facile, c'est l'absorbance fois le facteur. On va encore parler du facteur. Mais la bonne chose, si vous utilisez un analyseur, alors la calcul va être fait automatiquement par l'analyseur. C'est la seule chose pour un point final qu'il faut prendre en compte, c'est qu'il faut toujours mesurer dans la période stable. Donc, vous préparez, vous allez en fait incuber les échantillons, vous attendez le temps qui est indiqué sur la notice ou sur les directions d'automatisation et après, vous allez mesurer dans la période stable. D'accord. Ça, c'est en fait tout ce qui est pour le point clé et la méthode finale. Là, on est à la deuxième réaction et c'est une réaction à 2 points ou on appelle aussi un temps fixe. Vous voyez déjà maintenant à la courbe que c'est différent. Je vais passer avec vous le principe, mais aussi le profil. Donc, vous voyez que là, vous n'avez pas de période stable. Donc, l'absorbance, elle continue à augmenter dans le temps. Donc, quand on commence la même chose, on a toujours le blond réactif. Clair, c'est la couleur de réactif même. Après, on a une période où, en fait, la courbe est un peu courbée, donc c'est pas linéaire. Donc, on ne peut rien faire avec cette partie-là. Mais après, vous voyez que il y a une période où la méthode est assez linéaire et c'est vraiment le moment qu'il faut prendre afin de mesurer. Là, après, vous voyez en fait aussi la fin de la période linéaire et là, c'est déjà trop tard de mesurer. Ça veut dire que, vu qu'on n'a pas un plateau stable ou une période stable, il faut mesurer à plusieurs temps. Et vu que c'est linéaire, on peut le limiter jusqu'à 2 points. Donc, ce qu'on va faire, c'est la suivante. On va faire une différence en absorbance entre le premier temps et le deuxième temps. On va le subtraher et le multiplier par un facteur. Donc, on prend une différence en absorbance. Comment est-ce que vous savez que c'est une méthode à 2 points? La méthode à 2 points a toujours les mêmes phrases dans la notice. C'est tout d'abord mélanger et démarrer le chronomètre. Après, il faut lire la première absorbance après un certain nombre de secondes. Et deuxièmement, il faut lire la deuxième absorbance après un certain nombre de secondes. Ce qui est indiqué sur les directions d'automatisation, et là c'est très très important, il faut faire la préparation et le mélange et mesurer un échantillon à la fois. Et après, on va l'aspirer immédiatement dans l'instrument. Donc, vous voyez déjà la différence. Donc, pour les points finaux, il fallait attendre ici un échantillon à la fois et immédiatement aspirer dans l'instrument.
quand on prend l'exemple de créatinine, par exemple ici, la première lecture doit être faite à 30 secondes, la deuxième doit être faite à 90 secondes. Et donc, là, de nouveau, dans la direction d'automatisation, c'est un échantillon à la fois et il faut aspirer immédiatement. D'accord. Donc, comment est-ce qu'on va faire sur le CNVision, par exemple? Tout d'abord, il faut préparer un échantillon à la fois. Deuxième étape, vous allez le incuber, mais incuber dans l'appareil. Donc, à ce point-là, vous allez déjà aspirer dans l'appareil. Alors, c'est en fait l'analyseur qui va compter jusqu'au moment qu'on est dans la méthode ou la période linéaire. Et c'est là où la mesure va être faite. Donc, il va prendre un premier point au début de la période linéaire et un deuxième point à la fin de la période linéaire. Après, en fait, il faut vous-même attendre jusqu'à en fait votre échantillon soit mesuré. On passerait de nouveau un petit mémo. Je vais changer l'écran. Voilà, on est là. Donc, elle va tout d'abord préparer l'échantillon. Donc, on s'en prend 100 microlitres d'échantillon et on va le mettre dans une tube. À côté de ça, on a déjà préparé la solution de travail de créatinine. Ça veut dire qu'on a la réactif 1 et 2 ensemble dans les mêmes quantités. Donc, on va ajouter, on va le mettre sur le vortex et directement aspirer dans l'appareil. Donc, vous voyez, il n'y a pas de temps d'incubation dehors de l'appareil et on fait un échantillon à la fin. C'est justement après que le premier est lu, alors qu'on peut passer à la prochaine. Voilà. Donc, quels sont en fait les points clés de la méthode en 2 points? Tout d'abord, c'est facile. Il faut préparer et aspirer, c'est uniquement pour la créatinine et le temps de lecture dans l'analyseur est environ 90 secondes. Alors, OK, on fait toujours l'incubation dans la cuve à flux et en fait, c'est bien dans l'analyseur qui est à 37 degrés. Donc, on n'a pas besoin d'un incubateur. Les calculs, c'est comme dit, il y a 2 absorbances et donc on va les subtraire d'un à l'autre et ça correspond à la concentration. Mais la bonne chose, c'est si vous travaillez d'une façon semi-automatique ou automatique, c'est effectué automatiquement par l'analyseur. Alors, il y en a aussi qui parlent des noms alternatifs comme les méthodes fixes ou une fausse méthode cinétique. Et on n'a que la créatinine. Ce qui est important, c'est il faut attendre avant de préparer l'échantillon suivant. Donc, vous attendez jusqu'à là. L'appareil a dit, OK, c'est bon, j'ai mesuré, j'ai un résultat. Et à ce point-là, vous allez préparer le suivant. OK. Ce qui est important de vous d'indiquer aussi, c'est que cette courbe ou l'inclination de cette courbe linéaire peut être différent et est influencé par la température. Vous voyez en fait ici 3 courbes rouges. Si on va mesurer à 37 degrés, en fait, on est directement sur la courbe bleue. Mais si on va le faire à 30 degrés, la vitesse de la réaction va être moins, donc la courbe va être moins inclinée. Soit, si vous faites à 40 degrés, ça va être beaucoup plus vite. Donc, il est important de, tout d'abord, être sûr que votre analyseur il est bien calibré à 37 degrés. Mais si vous travaillez d'une façon manuelle, il faut vérifier que les opérateurs différents, ils opèrent à la même température. Autrement, vous aurez les résultats faux. Voilà, et alors on passe à la réaction cinétique. Il y a 2 courbes ici, vu qu'on peut avoir
une courbe qui peut s'abaisser, mais on a aussi des réactions cinétiques qui augmentent. Alors, au niveau de ce profil-là, de nouveau, vous voyez totalement quelque chose de différent. Là, la chose que vous voyez le plus, c'est qu'il n'y a pas de période où ça devient stable. Il y a toujours des fluctuations dans la courbe. Comment est-ce qu'on va le résoudre? Donc, tout d'abord, on prend le blanc de réactif et après, on a toute une méthode ou une période non linéaire. Mais quand on va, en fait, prendre plusieurs absorbances dans le temps, à multiples points dans le temps, alors à ce point-là, on peut, en fait, diminuer la fluctuation de la courbe. Bien sûr, une fois que le signaux il est trop bas, on ne peut plus le mesurer. Donc, au lieu d'avoir une seule absorbance ou deux absorbances par la 2 points, en fait, ici, on a vraiment une réaction cinétique. On a des multiples concentrations et donc, on va voir la moyenne d'une absorbance vers la moyenne du temps. Il s'agit des méthodes GET-AST ou le ALT, par exemple. Comment est-ce que vous pouvez le savoir? Tout d'abord, de nouveau, la notice. Ils disent mélanger et attendre pendant un certain nombre de minutes. Et après, il faut lire l'absorbance initiale, prendre le chronomètre et lire toutes les minutes pendant une certaine période. Mais bien sûr, l'appareil est déjà préprogrammé, donc c'est beaucoup plus facile de le faire d'une façon semi-automatique ou automatique. Alors à ce point-là, vous allez préparer, mélanger et mesurer un échantillon à la fois. Vous allez aspirer immédiatement dans l'appareil et c'est l'appareil qui va en fait prendre des absorbances sur les temps déjà prédéterminés. Donc, vous voyez ici l'exemple pour un GET, donc, mais je crois que le principe est bien clair. OK. Alors, comment est-ce qu'on va exécuter cela? Tout d'abord, on va préparer l'échantillon, une seule échantillon à la fois. Alors, on va l'incuber immédiatement dans la cuve à flux. Donc, vous ajoutez les réactifs et vous aspirez directement. Et après, on arrive à la méthode de mesure où l'analyseur va vers votre mesure sur des intervalles bien préprogrammés. Une fois que l'absorbance devient plus bas, il y a trop de différences, trop des erreurs, il ne va pas prendre cette partie en compte. Voilà, je vais vous demander de nouveau à Linda à m'assister et de vous montrer comment ça se passe. Alors, de nouveau, elle va faire une à la fois, donc elle prend l'échantillon. Elle va le mettre dans une tube et on va faire le GPT. Donc, ce qu'on fait, c'est on prend 1 millilitre de réactif et on va l'ajouter. Voilà. On le met sur le vortex et immédiatement, on va l'aspirer. Et à ce moment-là, on attend jusque c'est fini avant de préparer la prochaine. Ce qui est important, et maintenant vous voyez aussi, au niveau de manipulation, c'est la même qu'un 2 points. Et c'est pour ça qu'un 2 points est aussi nommé un faux cinétique. OK. Alors, de nouveau, les points clés. C'est facile à préparer et aspirer. Il y a le temps de lecture qui est environ ou en moyenne 150 secondes par échantillon et il y a 26% de nos méthodes qui travaillent de cette façon. On fait l'incubation dans l'analyseur à 37 degrés et les calculs, c'est les différentes absorbances, donc plusieurs absorbances vers différents temps de mesure. Alors, mais c'est aussi fait automatiquement par l'analyseur. Alors, la seule chose qu'il faut prendre en compte, c'est
attendez de préparer le prochain échantillon. Alors, ce que je veux encore vous indiquer, c'est la suivante. Tout d'abord, dans la diapositive au début, vous voyez aussi de nouveau les flèches rouges. Donc, ça veut dire aussi que la diminution ou l'augmentation de la réaction est liée à la température. Donc, si quelqu'un fait ça à 30 degrés ou à 40 degrés, on va avoir un autre résultat. Donc, là aussi, si vous travaillez d'une façon manuelle, euh, soyez certain que les différents températeurs, ils font à la même température. Et comme j'ai déjà dit, il y a les courbes qui vont en bas et aussi des courbes qui augmentent. Et donc, ça veut dire aussi que ça détermine si le facteur, il est positif, soit il est négatif. Donc, ici, sur ce slide-là, je vous invite à le lire de nouveau après. En fait, on va partager les slides dans un email 2 heures après la formation. Mais là, vous voyez en fait les différences entre les différentes méthodes. Je veux encore indiquer, avant de partir à la prochaine partie, c'est que le temps de mesure n'est pas le seul point d'avoir une bonne absorbance. Il faut toujours respecter l'usage prévu, le type d'échantillon, la date d'expiration de les réactifs, le stockage de vos réactifs, mais aussi le volume de réaction et de réactifs qui est indiqué dans les directions d'automatisation, soit dans la notice. Donc, respectez la notice et les directions d'automatisation. On est arrivé à la deuxième partie. Et l'étape 2, c'est la calibration et les contrôles de qualité. Donc, comme dit au début, on avait en fait, quand on a tous le processus de lecture, on avait la partie où on va obtenir une absorbance et la deuxième où on fait les calculs et c'est pour ça qu'on a besoin d'un facteur. OK, c'est quoi un facteur? Un facteur, c'est en fait justement un nombre qui transforme l'absorbance en concentration d'un analyte. Donc, ça veut dire toujours la concentration et une multiplication entre l'absorbance et ce facteur-là. Ce facteur-là, on peut le déterminer lors du processus de calibration, mais s'il est faux, il est faux et ça veut dire aussi que les résultats seront incorrects. Alors, je vais faire un peu de mathématiques avec vous. Tout d'abord, si la concentration d'un échantillon, eh bien, l'absorbance de cet échantillon fois le facteur, ça veut dire aussi que on peut dire la même pour la calibration. Donc, on peut dire la calibration, la concentration du calibreur est en fait l'absorbance du calibrateur fois ce facteur. Et donc, quand on va le mettre dans un autre ordre, on le change un peu, on va voir que le facteur est donc la concentration divisée par l'absorbance de ce calibreur. Donc, on a deux inconnus, la concentration calibrateur et l'absorbance calibrateur. Moi, j'ai des bonnes nouvelles pour vous. Au niveau de la concentration calibreur, on vous donne la valeur. Donc, si vous utilisez nos calibreurs, nos standards, alors vous allez voir qu'on a une valeur connue pour chaque analyte et de temps en temps aussi pour l'analyseur spécifique. Donc, non, dans nos calibrateurs, en fait, il y a une fiche, un tableau qui indique le valeur de cette par analyte. Deuxièmement, on a l'absorbance. Oui, on a déjà parlé toute l'heure sur l'absorbance. Donc, il faut le mesurer par calibrateur, mais en fait, il faut justement respecter le temps et voir la type de réaction. Alors, je vais vous indiquer un peu qu'est-ce qu'une mauvaise calibration veut dire. Donc, au début de toutes en fait, les formations en ligne, on a un peu parlé de Michelangelo qui a fait son David parfait. On prend ça comme référence. Il a utilisé un mètre pour faire ce David. Supposons qu'on a
trois laboratoires. Un laboratoire qui utilise la même référence. Donc, ça veut dire aussi que s'ils travaillent de la même façon, ils vont obtenir le même David. Le deuxième laboratoire, il peut aussi utiliser cette référence, mais il est déjà abîmé ou il est déjà vieux, donc ils ne savent pas bien en fait voir les bons centimètres. Donc, ils vont aussi recevoir un David, mais il va avoir un peu de taille différente. Et un troisième laboratoire, si en fait, s'ils ont raccourci leur mètre, alors le David, il va être de même ratio au niveau des bras et des jambes, mais à la fin, il va être beaucoup plus petit. Ici, on aura les bons résultats. Ici, on aura les mauvais résultats. Donc, une mauvaise calibration va vous donner des mauvais résultats. Moi, je veux bien parcourir avec vous quand il faut calibrer. Tout d'abord, si vous n'avez jamais calibré cette méthode-là dans le passé, il faut le faire après l'installation de l'analyseur, mais aussi avec chaque méthode et avec une nouvelle méthode et pour chaque méthode séparément. Ça veut dire que si j'ai calibré le créatinine, ça ne veut pas dire que les protéines totales sont calibrées. Il faut aussi faire la protéine totale. Alors, si vous avez déjà fait une calibration dans le passé, on va le faire lorsque le contrôle de qualité est hors de la plage. Donc, mais aussi quand vous avez un nouveau lot de réactifs, s'il y a une nouvelle solution au travail, par exemple par la créatinine, et aussi après chaque maintenance que vous faites. D'accord? Donc, il y a des gens qui pensent qu'il faut calibrer chaque journée. Non, pas nécessaire. Il faut justement le faire quand les contrôles de qualité sont hors de la plage. D'accord? Alors, au niveau de l'exactitude ou la précision, on a en fait 3 niveaux. Le facteur donné dans certaines méthodes cinétiques, dont la notice, c'est en fait la méthode avec l'exactitude la plus basse. Après, on a les standards qui sont inclus dans la plupart de nos trousses. Et en fait, si vous voyez que le standard ne donne pas une bonne calibration, à ce point-là, utilisez un calibrateur. Pour les semi-automatiques, on peut utiliser un standard s'il n'y a pas de soucis, mais pour les automatiques, on va toujours le faire avec un calibreur. D'accord. Je continue. Donc, un contrôle de qualité, c'est quoi? En fait, un contrôle de qualité, ça veut dire que ça va vérifier le facteur ou si la calibration est correcte. Donc, ça vérifie aussi donc, vos manipulations, l'analyseur, si le réactif n'est pas détérioré. Donc, il y a une grande différence entre les deux. Calibration, c'est justement déterminer un facteur. Contrôle de qualité, c'est voir si ce facteur que vous avez obtenu, il est bon. Alors, si les contrôles de qualité ils sont bons, vous êtes sûr que les résultats de vos patients vont être clairs, corrects et cohérents. Et en fait, ça augmente en fait le vue professionnel envers les patients. Ça augmente la crédibilité du laboratoire et la réputation du laboratoire. Je vous montre les mêmes dessins qu'on avait. Donc, vous voyez à l'œil que justement l'app 1, il travaille de même façon. Mais quand on reçoit justement un facteur, on ne sait pas le savoir. Mais du moment qu'on va faire le contrôle de qualité et on met en fait la bonne valeur à côté, vous allez voir que dans le labo 1, c'est parfait, il n'y a pas de différence entre les deux. Mais dans le laboratoire 2, vous voyez clairement que et que ça donne des mauvais résultats. Donc, de nouveau, calibreur, c'est facteur. Et la contrôle de qualité, c'est justement de vérifier si vous avez fait la calibration d'une bonne façon. Alors, quand il faut le faire alors? Tout d'abord, nous, on le recommande de faire chaque journée avant l'analyse. C'est pas requis.
Ce qui est requis, c'est si vous n'avez jamais calibré dans le passé, il faut tout d'abord calibrer et le vérifier avec un contrôle de qualité. Après l'installation de l'analyseur, par exemple, ou avec une nouvelle méthode, et pour chaque méthode, c'est pareil. Si vous avez déjà calibré dans le passé, il n'y a pas de souci. Il ne faut pas refaire la calibration. Vous vérifiez justement avec un contrôle de qualité. Si, avec un nouveau lot de réactifs, avec une nouvelle solution de travail, avec, après la maintenance et aussi lié aux exigences légales de chez vous. La seule chose, c'est si la calibration est hors de la plage, alors à ce point-là, il faut penser peut-être ma facteur ou ma calibration n'était pas correcte. Les contrôles de qualité, on parle beaucoup des Leavitt Jennings. Alors, vous voyez une image ici à côté qui montre en fait les contrôles de qualité. Donc, au début, ils étaient en fait autour de la moyenne, mais vous voyez aussi là, quand en fait la réactif devient un peu plus vieux, en fait, vous voyez aussi que ça augmente et qu'à un certain moment, ça dépasse la ligne rouge. Et c'est bien à ce point-là que vous allez refaire une calibration. On offre des différents contrôles de qualité. On a les contrôles de qualité normales et pathologiques où toutes les valeurs sont là et ce sont des valeurs validées et spécifiques à l'appareil. Mais on a aussi des contrôles dédiés, par exemple, pour les électrolytes, pour le CKNAC, pour l'hémoglobine glyquée et le cholestérol HDL et LDL. Et à part ça, on vous offre aussi l'ensemble des qualités biochimiques. Donc là, vous avez une trousse avec le contrôle de qualité, un calibreur et en fait donc 2 contrôles de qualité et le calibreur. Voilà. Et quand le contrôle de qualité est hors de plage, ce qu'il faut faire, c'est il faut investiguer la cause. Donc, est-ce qu'il y avait quelque chose avec la manipulation? Est-ce qu'il y a quelque chose avec l'analyseur? Est-ce qu'il y a quelque chose avec la réactive, soit avec la calibration? Et là, on vous donne les outils digitaux, mais aussi de l'aide de ma collègue Linda qui est à côté de moi. Donc, on a en ligne un assistant que vous pouvez remplir et qui va vous guider vers quoi peut être le problème. Si à ce point-là, vous n'arrivez pas à résoudre, nous sommes là aussi pour vous aider. Mais bien à retenir, quand le contrôle de qualité il est hors de plage et vous avez investigué la cause, il faut toujours recalibrer et de nouveau remesurer le contrôle de qualité pour vérifier la nouvelle calibration. Pour un peu vous donner, on a fait un poster de laboratoire, donc des bonnes pratiques de laboratoire. Et en fait, ce poster-là, il vous indique les étapes qu'il faut suivre. Donc, en tout cas, le matin, on commence par un note 0, justement pour mettre pour remettre à zéro la lampe ou le LED. Après, on va faire le blanc de réactif, important aussi. Et après, si vous avez déjà fait la calibration, vous passez directement à la contrôle de qualité du premier niveau. Si ceci, il est bon, on peut directement passer au deuxième niveau. Si celui est bon, alors vous passez à les échantillons patients. Je recommence dès le début. Alors, une autre chose, donc vous avez fait le tour 0. On a fait le blanc de réactif, le contrôle de normal, ou le niveau 1, il n'est pas dans l'écart, il est hors de l'écart. Alors à ce point-là, vous allez refaire la calibration et vous allez de nouveau faire le blanc de réactif et de nouveau voir si la contrôle de qualité est bonne. Si c'est bonne, vous continuez tout ça. Donc, de cette façon, en fait, vous pouvez suivre ce processus. Si vous n'avez jamais fait la calibration, c'est clair que l'ordre, c'est haute 0, blanc de réactif, calibration, contrôle de qualité niveau 1, niveau 2, et après les patients.
pour arriver à la fin. Donc, tout d'abord, on a appris qu'il faut respecter le temps de mesure puisqu'il est essentiel pour les résultats fiables, pour avoir une bonne absorbance. Une fois qu'on a une bonne absorbance, il faut déterminer un facteur qui est correct. Donc, la détermination précise du facteur, c'est essentiel pour garantir des résultats cohérents et fiables. Comment on va contrôler ce facteur-là? Par un contrôle de qualité. Et nous, Cypress, on offre les outils, les produits et les conseils de bonnes pratiques pour produire systématiquement des résultats clairs, précis et fiables. Et donc, si les laboratoires s'engagent de suivre cette approche-là, alors systématiquement, ils vont avoir les bons résultats et ça va augmenter leur réputation et aussi leur donner une croissance soutenue.